Alors, il y a des textes qui sont là pour nous rassurer, et puis il y a ceux qui sont là pour nous secouer. Aujourd'hui, on va se plonger dans un de ces électrochocs. Gvidich manifeste sa nature. Soyons clairs, ce n'est pas un manuel de développement personnel. C'est plutôt un miroir, un peu brutal, tendu à notre époque, qui nous force à regarder tout ce qu'on essaie d'éviter. Dès le début, le ton est donné. C'est direct, sans fioriture. C'est une sorte de déclaration de guerre à tous les masques qu'on porte, à tous les rôles qu'on se sent obligé de jouer. Une invitation un peu radicale à l'authenticité, qui résonne particulièrement fort aujourd'hui, non? Il faut bien comprendre une chose. Ce manifeste ne propose pas de solution miracle. Son but, c'est autre chose. C'est de faire, en quelque sorte, l'autopsie de l'individu du XXIe siècle. Une analyse froide, clinique, sans concession, qui nous met vraiment face à ce que l'on est devenu. Et qui est sur la table d'autopsie? L'homme moderne. Et la définition qu'en donne le texte est assez glaçante. Il n'est pas décrit comme un ignorant, non, mais comme un automate éclairé. C'est ça, la nuance terrible. Quelqu'un qui sait que ça ne va pas, qui voit la maison brûler, mais qui reste paralysé, qui préfère l'évasion numérique à l'action. Une époque où la liberté, finalement, se résume à choisir le bon filtre pour une photo. Bon alors qu'est-ce qu'elle révèle cette autopsie? Eh bien elle met en lumière des contradictions vraiment profondes, des paradoxes qui nous habitent tous les jours. Et le premier c'est sans doute le plus évident de notre temps. Et voilà, on est en plein dedans. On n'a jamais été aussi connectés les uns aux autres grâce à la technologie. Et pourtant, le manifeste soutient qu'on n'a jamais été aussi déconnectés émotionnellement, aussi désaffectés. C'est une connexion de surface en fait, qui souvent ne fait que masquer un vide encore plus grand. Et ce paradoxe, il continue dans notre rapport à l'information. On a accès à tout le savoir du monde, littéralement dans notre poche. On peut tout savoir. Mais d'après Gvidich, cette avalanche d'infos a un peu tué la quête de la compréhension. Le but n'est plus de comprendre le monde, mais de trouver des infos qui confirment ce qu'on pense déjà. Résultat, on est surinformé, mais on ne comprend plus grand-chose à l'essentiel. Du coup, si ce ne sont pas nos belles pensées rationnelles qui nous guident, qu'est-ce qui tire les ficelles? Le manifeste avance une idée assez forte. Ce sont nos peurs, bien cachées, qui mènent la danse et qui dictent nos comportements bien plus que nos valeurs affichées. La première grande peur, elle est partout. C'est la peur de n'être rien. Cette angoisse existentielle qui nous pousse à prouver constamment qu'on existe. Chaque post, chaque story, chaque like, c'est une petite tentative de se dire « Ok, j'existe, j'ai compté aujourd'hui ». Notre existence dépend du regard des autres et elle s'éteint dès que les notifications s'arrêtent. La deuxième, elle est tout aussi fondamentale, la peur de ne pas être aimé. Elle nous pousse à nous modeler, à créer une version vendable de nous-mêmes. L'amour, du coup, c'est plus une rencontre, c'est une négociation. On ne cherche plus à être aimé pour qui on est vraiment, mais à obtenir l'approbation pour la version qu'on a fabriquée. Et pour finir, il y a cette obsession moderne du contrôle. Tout doit être planifié, optimisé, géré. Pour le texte, ce n'est pas de la maturité, ça. C'est de la panique masquée. C'est la peur du chaos. La peur d'un monde qui, au fond, pourrait très bien continuer de tourner sans notre petite personne. Et la conséquence de toute cette danse des peurs, c'est un état que le manifeste appelle la folie rationnelle. L'idée, c'est qu'on est devenu parfaitement fonctionnel, logique et cohérent, mais à l'intérieur d'un système qui, lui, est devenu complètement fou. Cette phrase résume tout de manière brillante. Surinformé, sous-éveillé. On sait tout sur les guerres à l'autre bout du monde, sur la crise climatique, sur les injustices. On est saturé d'infos, mais on reste endormi, incapable de vraiment ressentir les choses et encore moins d'agir. Notre lucidité est devenue complètement stérile. Une autre citation qui frappe fort, « Tu n'es pas libre, tu es personnalisé ». Ça pointe du doigt l'illusion totale de choix. Nos goûts, nos opinions, même notre spiritualité, tout est façonné et servi sur un plateau par des algorithmes. On croit explorer le monde, mais en fait on se regarde dans un miroir numérique qui nous renvoie uniquement ce qui nous conforte. Là, on touche à un point crucial, notre relation à la souffrance. La souffrance, ce n'est plus un signal, un chemin pour grandir. Non, c'est une erreur dans le système, un bug émotionnel qu'il faut corriger au plus vite, avec une appli, une thérapie express ou une pilule. On veut optimiser notre âme comme on optimise un logiciel. Et juste au moment où le diagnostic semble sans appel, où tout paraît foutu, le ton du manifeste change. Après l'autopsie, on cherche un pouls. Et cette faille, eh bien, c'est justement l'endroit où tout peut encore basculer. Parce que sous toute cette couche de cynisme et de résignation, il y a quelque chose qui persiste. Le texte appelle ça les rêves tenaces, ces désirs profonds qu'on n'ose même plus formuler, mais qui sont toujours là, qui continuent de nous animer en secret. Et c'est quoi ces rêves? Des choses finalement très simples. Être vu pour ce qu'on est, vraiment, pas pour le personnage qu'on joue. Trouver une forme de paix intérieure qui ne soit pas la récompense d'un effort surhumain. Créer juste pour le plaisir, pas pour les likes. Et vivre des moments de silence qui ne sont pas angoissants, mais qui au contraire nous connectent. C'est ça la fameuse lumière dans la faille.
Le manifeste se termine donc sur une invitation. Mais attention, ce n'est pas un appel à la grande révolution dans la rue. C'est une proposition de correction intérieure, quelque chose de personnel, mais de radical. L'idée, elle est simple, mais elle est puissante. Le vrai changement, il ne commence pas avec un grand discours ou un poste engagé. Il commence par un petit acte, invisible pour les autres, où l'on arrête de se trahir soi-même, où l'on arrête, tout simplement, de nourrir ce qui nous fait du mal. Et le texte est très concret, il propose 3 points de résistance pour opérer ce basculement. Là où on a envie de plaire à tout prix, oser dire sa vérité. Là où notre ego veut absolument gagner, apprendre à céder. Et là où notre premier réflexe est de fuir, de s'échapper, eh bien, choisir de rester. Ce sont ces micro-actes d'intégrité qui peuvent tout changer. Cette dernière phrase résume tout, je trouve. La demande, ce n'est pas de devenir un héros, de sauver le monde. C'est d'être exact, c'est-à-dire être aligné, être intègre, être présent. C'est un appel à être juste, en accord avec soi-même, loin du bruit et des applaudissements. Et voilà, l'analyse se termine sur cette question. Laissée comme ça, en suspens. Une fois qu'on a vu le diagnostic, une fois qu'on a entrevu une autre possibilité, le choix nous appartient. Est-ce qu'on continue à marcher vers cet alignement ou est-ce qu'on choisit de se rendormir dans le confort de l'habitude? La question reste ouverte.